Peu importe à quel point ta posture est correcte, il y aura toujours quelqu'un prêt à croiser ton chemin avec du mépris. Et c'est exactement là que commence le test, parce que beaucoup de gens abandonnent le contrôle, soit ils explosent sous le coup de l'émotion, soit ils avalent leur colère et laissent ça les ronger de l'intérieur. Mais tu peux gérer ces situations d'une autre manière, imposer le respect, sans perdre ta dignité, sans crier, sans discuter, sans entrer dans son jeu. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 attitudes qui mettent mal à l'aise celui qui te manque de respect. Ce sont des attitudes simples, pratiques et profondément déstabilisantes pour les personnes arrogantes. Des attitudes qui remettent les choses en place, changent le ton de la conversation et rendent la limite évidente sans avoir besoin de dire un mot. Reste jusqu'à la fin. Ces attitudes ne changent pas seulement la manière dont on te traite. Elles changent la posture avec laquelle tu avances dans le monde. On commence. Première attitude, ne te défends pas tout le temps. Il existe un réflexe presque automatique. Quand quelqu'un te remet en question, critique tes décisions ou te parle avec mépris, tu commences à expliquer, à parler plus que nécessaire, à entrer dans trop de détails, à organiser des arguments dans ta tête comme si tu étais au tribunal, en essayant de prouver que tu as fait le bon choix, que tu avais une raison valable, que tu n'as pas été irresponsable, que tu n'as pas tort. Ce que presque personne ne comprend, c'est qu'à ce moment-là, il ne se passe pas une conversation, il se passe un test. Quand tu te justifies trop, le message que tu envoies, ce n'est pas de la clarté, c'est de l'insécurité. C'est comme si, sans t'en rendre compte, tu demandais la permission d'exister. Tu demandais l'approbation pour vivre ta propre vie, et quelqu'un qui ne te respecte pas le sent tout de suite. Les personnes irrespectueuses ont un radar très affûté pour repérer la vulnérabilité émotionnelle. Quand elles voient que tu passes en mode justification, elles comprennent quelque chose de très simple. Elles ont encore du pouvoir sur toi. Parce que celui qui explique trop au fond essaie de convaincre l'autre de quelque chose qui devrait déjà être réglé à l'intérieur de lui. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai mis longtemps à apprendre. Il y a eu une période de ma vie où chacune de mes décisions devenait un débat public. Si je changeais d'avis, j'expliquais. Si je refusais une invitation, j'expliquais. Si je choisissais un chemin différent, j'expliquais encore, avec des détails, des justifications, du contexte, comme si j'étais toujours en dette. Et l'effet était exactement l'inverse de ce que j'espérais. Plus j'expliquais, plus les gens remettaient en question, plus j'essayais de convaincre, plus j'ouvrais un espace pour les critiques, les ironies et le manque de respect déguisé en inquiétude. Jusqu'au jour où quelque chose a changé, quelqu'un m'a questionné sur une décision personnelle, de cette manière intrusive, presque accusatrice, en attendant le discours habituel, et pour la première fois, j'ai répondu seulement « c'est ce que j'ai choisi ». Sans discours, sans défense, sans justification en plus, le silence qui a suivi était gênant, mais pas pour moi. La personne était visiblement mal à l'aise. Elle a essayé de lancer un autre sujet, et elle n'a plus jamais touché à ce point. C'est là que j'ai compris quelque chose de simple et de puissant. Celui qui sait ce qu'il fait n'a rien à prouver à personne. Le respect ne naît pas de tes arguments. Il naît de ta posture. Quand tu arrêtes de te justifier, tu retires à l'autre la scène, le contrôle et cette sensation d'autorité. Tu n'es pas en train d'être impoli, tu es en train d'être ferme. Et ça met mal à l'aise celui qui ne te respecte pas, parce que ça l'oblige à regarder son propre comportement, sans ta collaboration émotionnelle. L'absence d'explication est une limite silencieuse. Elle dit « mes choix ne sont pas à négocier ». Et plus tu pratiques ça, plus quelque chose change aussi en toi. Tu ressens moins le besoin d'approbation, moins d'angoisse quand on te questionne, plus de stabilité intérieure. Alors retiens ça. Quand quelqu'un essaye de te déstabiliser en exigeant des explications, essaye de répondre moins, une phrase courte, ou aucune. Observe les faits. Quelqu'un qui ne te respecte pas va se sentir petit, non pas parce que tu as attaqué, mais parce que tu ne t'es pas incliné. Et ce genre de posture calme et sûre désarme le manque de respect, comme peu de choses savent le faire. Deuxième attitude. Ne baisse les yeux devant personne. Cette deuxième attitude est l'une de mes techniques préférées, et aussi l'une des plus efficaces, parce qu'elle ne dépend pas des mots, elle n'exige aucune explication, et elle fonctionne exactement au moment où quelqu'un s'attend à te voir vaciller. Je parle du regard silencieux.
peu de gens le réalisent, mais le moment où quelqu'un te manque de respect est presque toujours accompagné d'un test invisible. Après la remarque piquante, la provocation déguisée en plaisanterie ou ce ton condescendant, il y a une courte pause. Et dans cette pause, l'autre te regarde. Il n'attend pas une réponse. Il attend une réaction. Des yeux qui se baissent, un sourire nerveux, un regard qui se détourne rapidement, comme quelqu'un qui cherche à sortir de la situation. C'est dans cet instant que le jeu se décide le plus souvent. Quand tu maintiens le contact visuel, calme et ferme sans détourner, quelque chose se brise. L'attente de ton insécurité ne se confirme pas. La tentative de te déstabiliser ne trouve pas de soutien. Et ça change complètement la dynamique de la situation. Détourner le regard est instinctif quand on se sent menacé ou rabaissé. C'est un réflexe de défense. Le corps essaie de se protéger et les yeux cherchent une issue. C'est pour ça que tenir le regard a autant d'impact. Pas parce que ça intimide, mais parce que ça communique ta présence. Maintenir le contact visuel, ce n'est pas défier. C'est affirmer, sans dire un mot, que tu ne vas pas te recroqueviller face à quelqu'un qui essaie de te diminuer. Et ça dérange profondément celui qui comptait sur ton insécurité pour avancer. Je l'ai compris très clairement dans des situations entre amis. Tu connais ce groupe où il y a toujours quelqu'un qui dépasse les limites sur le ton de la blague? Cette personne qui lance des commentaires ironiques, des petites piques, des plaisanteries qui ne font rire qu'aux dépens des autres. Dans mon cas, c'était presque toujours pareil. Une remarque piquante au milieu de la conversation. Mais c'est pour rire, détends-toi, juste après. Et ensuite, le regard. La personne disait quelque chose et me fixait immédiatement, en attendant la réaction, en attendant que je rie jaune, que je baisse les yeux, que j'entre dans le jeu pour ne pas rendre l'ambiance gênante. Pendant longtemps, c'est ce que je faisais. Je souriais, je détournais le regard, je changeais de sujet, et sans m'en rendre compte, je donnais la permission de continuer. Jusqu'au jour où, dans une de ces situations, j'ai fait autrement. La remarque est tombée. Le ton était le même. Et juste après, le regard qui attendait la réaction. Cette fois, j'ai maintenu le contact visuel. Je n'ai pas regardé avec colère. Je n'ai pas fait une grimace de reproche. Je n'ai absolument rien dit. J'ai simplement tenu le regard. Calme, présent, sans soumission. Quelques secondes seulement. Mais l'effet a été immédiat. La personne a commencé à bouger sur sa chaise. Elle a détourné le regard en premier. Elle a essayé de lancer un autre sujet. Elle a ri toute seule, comme quelqu'un qui réalise qu'il est allé trop loin. Mais le détail le plus fort n'était même pas ça. C'était l'ambiance. Les gens autour ont remarqué. La conversation s'est arrêtée un instant. Il y a eu ce silence court, gênant, où tout le monde a compris exactement ce qui venait de se passer. Personne n'a rien dit, mais tout le monde était attentif. Pas parce que j'ai fait une scène, mais parce que je n'ai pas reculé. À ce moment-là, celui qui avait essayé de manquer de respect s'est retrouvé exposé par son propre comportement. Sans attaque, sans réponse cinglante, sans explication. Et quand ça arrive, le jeu se renverse. Parce que quand tu tiens le regard, tu ne parles pas seulement à celui qui a essayé de te diminuer, tu parles à tout l'environnement. Tu montres, sans un mot, que tu as vu la limite être franchie et que tu ne vas pas faire semblant de ne rien voir. Et ça réorganise l'espace. L'ambiance a changé ensuite. Les commentaires ont diminué. Le ton est devenu plus prudent. Cette liberté de manquer de respect sur le ton de la blague a disparu parce que tout le monde a compris le message. Quand tu ne réagis pas comme on l'attend, tu casses le scénario de l'autre et ça montre clairement à tous où se situe la limite. Le contact visuel fait quelque chose de très précis. Il rappelle à l'autre que tu es là, entier, conscient. Celui qui manque de respect compte souvent sur ton instabilité émotionnelle, sur ton malaise, sur ton silence corporel pour gagner de la place. Mais quand tu maintiens le regard, le jeu change. Il est important de comprendre ceci. Le regard n'est pas une arme. C'est un outil. Utilisé avec conscience, il ne crée pas de peur. Il crée une limite. Il ne ferme pas le dialogue. Il rend le dialogue honnête. Tu n'as pas besoin de parler. Le corps parle pour toi. Maintenir le contact visuel, c'est dire sans mots « j'ai entendu, j'ai compris et je suis toujours là ». Ça invite l'autre à réfléchir parce que ça enlève le confort de l'impunité. Il n'y a pas d'affrontement, mais il n'y a pas de fuite non plus. Et au fond, c'est de ça que parle toute cette vidéo.
Aucune de ces attitudes n'existe pour humilier, menacer ou dominer qui que ce soit. Elles existent pour protéger ta dignité. Parce que celui qui te manque de respect ne s'attend pas à de la fermeté. Il ne s'attend pas à de la conscience, encore moins à de la sérénité. Et quand il trouve exactement ça, sans cri, sans agressivité, sans explication, le respect trouve un espace pour apparaître. Ou au minimum, le manque de respect perd de sa force. Troisième attitude, questionne, n'attaque pas. Quand quelqu'un te blesse, te coupe ou te traite avec irrespect, il y a une impulsion presque automatique qui monte dans la poitrine. Accuser. Pointer du doigt soulage sur le moment, c'est comme si, en mettant la faute dehors, tu respirais enfin. Mais ce soulagement est court, et le prix est souvent élevé. L'accusation transforme toute conversation en affrontement. Au moment où tu accuses, l'autre n'écoute plus rien. Il passe en mode défense. Peu importe que tu aies raison, la conversation devient une bataille d'ego, pas une recherche de respect. Questionner, c'est différent. Questionner n'attaque pas, questionner expose, et ça change complètement la dynamique de pouvoir. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'étais dans une réunion importante avec plusieurs personnes dans la salle. À chaque fois que je commençais à parler, un collègue m'interrompait, pas une fois de temps en temps, constamment. Il coupait mes phrases, parlait par-dessus, déviait le sujet comme si ce que je disais n'avait aucune valeur. La première envie, c'était de l'accuser devant tout le monde, de dire quelque chose comme « tu ne sais pas respecter » ou « tu m'interromps tout le temps ». Je savais que ça ferait une scène de la défense, une ambiance lourde, et que ça me mettrait probablement dans le rôle de l'émotif de la salle. Alors j'ai fait autre chose, j'ai attendu qu'il m'interrompe encore. Parce que je savais que ça allait arriver, quand c'est arrivé, je me suis arrêté, je l'ai regardé calmement, et j'ai demandé d'un ton neutre, assez fort pour que tout le monde entende, « Tu as remarqué que tu viens de m'interrompre encore une fois pendant que je parlais ?» Silence. Il n'y a eu aucune accusation, aucune attaque, mais il venait d'être mis face à son geste. Il était visiblement mal à l'aise, il a essayé de se justifier, il a eu un petit rire gêné, il a dit qu'il ne s'en était pas rendu compte. Mais quelque chose a changé là. À partir de ce moment-là, il a commencé à se contrôler. Et le plus intéressant, c'est que le respect est venu. Non pas parce que j'ai élevé la voix, mais parce que je l'ai obligé à voir son propre comportement. C'est ça, l'effet d'une question. Quand tu accuses, tu deviens le problème. Quand tu questionnes, c'est le comportement qui devient le problème. Et il y a une vraie différence entre dire « tu ne me respectes jamais » et demander « tu as conscience de la manière dont ça a sonné pour moi ?» Dans la première phrase, tu n'es pas en train de parler de ce qui s'est passé, tu attaques la personne entière, tu la colles dans l'étiquette « irrespectueux ». Et quand quelqu'un se sent étiqueté, la réaction est automatique, défense, justification, contre-attaque. La conversation cesse d'être une question de respect et devient un combat d'ego, qui a raison, qui a tort. Alors que la deuxième question fait autre chose, elle n'accuse pas, elle expose, elle ne pousse pas, elle oblige l'autre à s'arrêter et à regarder son propre comportement. Au lieu de se défendre, la personne doit réfléchir. Au lieu de réagir, elle doit s'observer. Et ce petit instant de pause change tout. C'est pour ça que la première phrase crée de la résistance, et la deuxième crée de la conscience. L'une ferme des portes, l'autre ouvre un espace. Questionner, ce n'est pas ravaler, ce n'est pas se taire, c'est choisir la manière la plus intelligente de se positionner. Et en plus, questionner te protège aussi d'une chose importante, les mauvaises interprétations. Tout manque de respect n'est pas intentionnel. Parfois, ça vient de la précipitation, d'une négligence ou d'attentes qui n'ont jamais été dites à voix haute. Quand tu poses une question, tu crées de la place pour comprendre, et quand il y a compréhension, le respect apparaît, ou au minimum, la limite devient claire. Et voici le point central. Questionner expose sans humilier, corrige sans attaquer, et impose le respect sans faire monter le conflit. Pour quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est profondément déstabilisant, parce que ça lui enlève le rôle de victime, et ça lui met un miroir en face. Alors je te lance un défi, la prochaine fois que quelqu'un dépasse une limite, résiste à la tentation d'accuser, respire et demande. Une question bien posée au bon moment vaut mieux que 10 accusations lancées à chaud. Elle ne change pas seulement la conversation, elle change la place que tu occupes à l'intérieur. Quatrième attitude,
celle qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect. Sois cordial, mais jamais trop accessible. Tu as déjà remarqué que certaines personnes ne commencent à te manquer de respect qu'après s'être senties trop à l'aise avec toi. Ce n'est pas un hasard. Il existe une ligne très subtile entre être poli et offrir de l'intimité. Et quand cette ligne est franchie, le respect part souvent avec elle. Beaucoup de gens confondent ces deux choses, et c'est exactement dans cette confusion que le manque de respect trouve de la place pour grandir. Être poli, c'est garder la civilité. C'est le bonjour, c'est un ton calme. C'est le respect de base que tu offres parce que ça dit quelque chose de toi, pas de la personne en face. L'intimité, c'est autre chose. L'intimité, c'est ouvrir un espace émotionnel. C'est sourire trop. C'est chercher la proximité. C'est agir comme s'il y avait un lien qui, en réalité, n'existe pas ou ne devrait pas exister. Quand quelqu'un ne te respecte pas, mélanger politesse et intimité est une erreur silencieuse. Parce que sans t'en rendre compte, tu envoies le mauvais message, malgré ton comportement, tu as encore accès à moi. Et les personnes irrespectueuses savent lire ça très bien. Traiter quelqu'un avec politesse, tout en gardant une distance émotionnelle. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. C'est toi qui dis, par ta posture et ta présence, je ne vais pas descendre à ton niveau, mais je ne vais pas non plus t'inviter à t'approcher. Je l'ai appris dans la vraie vie avant. J'insistais pour être trop cordial avec des gens qui dépassaient clairement les limites. Je souriais, je lançais la conversation. J'essayais de garder une ambiance légère, comme si ça allait résoudre le problème, mais l'effet était toujours le même. Plus j'avais l'air accessible, plus ces personnes se sentaient à l'aise pour continuer à me manquer de respect. Jusqu'au jour où j'ai changé quelque chose de simple, je suis resté poli, mais j'ai coupé tout signe d'intimité. Je saluais, je répondais avec respect, mais sans blague, sans proximité, sans cet effort inconscient de plaire. Et c'est là que l'ambiance a changé. Les gens ont commencé à peser leurs mots. Le ton a changé. Et celui qui se sentait à l'aise pour manquer de respect s'est mis à se sentir déplacé. Parce que la politesse sans intimité crée une limite invisible. Ça ne crée pas de confrontation. Mais ça ne crée pas d'ouverture non plus. Tu n'es pas en train d'être brutal, tu es en train d'être clair. Être poli sans montrer d'intimité, ça montre une maturité émotionnelle. Ça montre que tu n'as pas besoin de punir, de provoquer ou d'humilier qui que ce soit pour t'imposer. Tu n'offres simplement pas ce que l'autre n'a pas su respecter. Et ça, pour quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est profondément déstabilisant parce que ces personnes se nourrissent souvent de réactions émotionnelles, de proximité forcée, d'ouverture excessive. Quand elles tombent sur quelqu'un de calme, poli et distant en même temps, elles ne savent pas comment agir. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de drame, mais il n'y a pas d'accès, et cet équilibre est puissant. Alors retiens ça, la prochaine fois que quelqu'un te traite avec irrespect, ne change pas qui tu es, change le niveau d'accès, sois poli, sois serein, mais garde la porte émotionnelle fermée. Tu ne dois pas d'intimité à quelqu'un qui ne montre pas de respect, et quand tu comprends ça, quelque chose change, l'autre comprend qu'il ne peut pas dépasser les limites sans perdre de la place. Cette posture ne crie pas, ne menace pas, mais elle dit clairement « Je sais qui je suis et je sais jusqu'où tu peux aller ». Et peu de choses désarment plus le manque de respect que ça. 5e attitude. Ne montre pas de dépendance. Les gens sentent quand tu as besoin de rester. Et quand ils le sentent, ils testent jusqu'où ils peuvent aller. Il y a une vérité simple et inconfortable derrière ça. Au moment où quelqu'un comprend que tu dépends de cette relation, de ce travail ou de cet environnement, le respect commence à t'échapper. La dépendance change la dynamique. Elle te met dans une position d'attente, d'acceptation, de tolérance excessive. Et les personnes irrespectueuses repèrent ça très vite. C'est pour ça que montrer que tu as d'autres options est l'une des attitudes les plus puissantes qui existent. Et je veux que ce soit très clair dès maintenant. Montrer que tu as des options. Ce n'est pas menacer. Ce n'est pas faire des jeux psychologiques. Ce n'est pas brandir quoi que ce soit sous le nez de quelqu'un. C'est une posture. C'est une vie en mouvement. Quand ta vie tourne autour d'une seule personne, d'un seul lieu ou d'une seule approbation, tu commences à accepter des miettes. Tu tolères des remarques piquantes, tu ravales des situations inconfortables. Tu baisses la tête pour ne pas perdre quelque chose que, au fond, tu crois devoir absolument garder. Mais quand tu as des options, quelque chose change à l'intérieur.
Tu ne mendis pas l'attention. Tu ne supplies pas le respect. Tu ne te rapetisses pas pour tenir dans une case. Parce que tu sais que tu peux choisir. Je l'ai appris de façon très concrète, au travail. Il y a eu une période où j'étais dans un endroit où le manque de respect n'était jamais direct. Personne ne levait la voix. Personne ne faisait de critiques explicites. C'était ce manque de respect que seul celui qui l'a vécu sait reconnaître. En réunion, par exemple, je proposais une idée. Je parlais pendant 2 ou 3 minutes et le sujet mourait. Silence, quelques regards ailleurs, et la réunion continuait comme si je n'avais rien dit. 5 minutes plus tard, quelqu'un répétait pratiquement la même idée. Et là, il y avait des hochements de tête, des bonnes remarques, des « ça se tient ». Et toi, tu restes là, assis, à te demander si tu deviens fou. Il y avait aussi les décisions prises en dehors des réunions, des projets que je découvrais seulement après qu'ils avaient déjà été décidés, des emails importants où mon nom n'apparaissait même pas. Rien d'assez explicite pour confronter, mais assez récurrent pour peser. Et le pire, c'était cette sensation permanente de devoir prouver ma valeur, arriver plus tôt, trop expliquer, accepter des tâches en plus pour ne pas avoir l'air difficile, comme si j'étais toujours redevable, comme si je devais toujours justifier ma place. Avec le temps, le problème est devenu évident, j'avais besoin de cet environnement. J'avais besoin de ce poste. J'avais besoin de me sentir reconnu par mes collègues, par mon chef. Et quand les gens perçoivent ça, même inconsciemment, le respect commence à s'écouler. Le tournant n'est pas venu d'une discussion dure. Ce n'est pas venu d'un ultimatum. Ce n'est pas venu d'une menace à peine voilée. C'est venu d'un mouvement silencieux. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas dit que je cherchais une autre opportunité. Je n'ai pas cherché à montrer quoi que ce soit. J'ai simplement commencé à construire des alternatives. J'ai développé des projets en parallèle. J'ai investi dans des compétences qui me donnaient de l'autonomie. J'ai élargi mon champ de possibilités en dehors de cet endroit. Et quelque chose de curieux s'est produit. Mon comportement a changé avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. J'ai moins cherché à me justifier. J'ai arrêté d'accepter n'importe quoi. J'ai arrêté de montrer cette urgence à plaire. Et les gens l'ont remarqué. Le ton en réunion a changé. On m'a davantage écouté. Les décisions ont recommencé à m'inclure. Les conversations sont devenues plus prudentes. Pas parce que quelqu'un a eu peur, mais parce que c'était clair que je n'étais pas coincé. Quand quelqu'un comprend que tu as des options, que tu peux avancer à tout moment, il réfléchit à 2 fois avant de te traiter mal. Le respect cesse d'être optionnel. C'est ça qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect. Pas parce que tu l'as défié, mais parce que tu as montré, par tes actes, que tu ne dépends pas. Et ça dérange profondément. Montrer que tu as d'autres options, c'est continuer ta routine, tes plans, tes projets, même face au mépris, c'est ne pas arrêter ta vie en attendant que quelqu'un change, c'est ne pas figer tes pas par peur de perdre ta place. Plus tu avances, plus une vérité devient claire. Aucune personne, aucun lieu, aucun poste ne définit qui tu es. Et quand l'autre comprend ça, le pouvoir change de camp. Alors retiens ça, celui qui a des options choisit. Celui qui choisit ne se soumet pas. Et celui qui ne se soumet pas impose naturellement le respect, sans menace, sans affrontement, sans explication, juste en avançant. 6e attitude, fais comprendre clairement que plaire n'est pas ta priorité. Combien de fois tu t'es manqué de respect juste pour ne pas déplaire à quelqu'un? Chaque fois que ça arrive, quelque chose change dans la relation et presque toujours, le respect est la première chose à disparaître. Quand tu dis « oui », alors que tu veux dire « non ». Quand tu ris pour éviter un malaise. Quand tu acceptes des choses qui n'ont aucun sens juste pour ne pas passer pour quelqu'un de compliqué. Le message est clair, même si tu ne le dis jamais à voix haute, « j'ai besoin que tu m'aimes ». Et à partir de ce moment, le respect commence à s'évaporer. Parce que celui qui comprend que tu as besoin de plaire, comprend 2 choses très vite, qu'il peut exiger plus qu'il ne devrait, et que tu mettras rarement des limites. Mais voici quelque chose d'important. Arrêter de plaire, ce n'est pas être froid, grossier ou distant. C'est poser les pieds au sol et comprendre que ta présence, ton temps et tes décisions n'ont pas à passer par une approbation extérieure. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde n'aimera pas tes choix, et c'est très bien comme ça. Le malaise que ça provoque chez les autres n'est pas ta responsabilité. J'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai grandi en croyant que pour avoir de la valeur, je devais être accepté. Que plaire était la manière la plus sûre d'appartenir.
que dire oui gardait les gens près de moi et que dire non mettait tout en danger. Et cette idée s'est infiltrée dans ma vie d'adulte sans que je m'en rende compte. J'acceptais des invitations alors que j'étais épuisé, juste pour ne pas avoir l'air distant. J'allais à des rendez-vous que je ne voulais pas. Je restais plus longtemps que je ne pouvais. Je riais à des choses qui n'étaient pas drôles. Dans les amitiés, par exemple, j'étais toujours disponible. Je répondais vite. J'écoutais des confidences interminables. J'annulais mes propres plans pour aider. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, la réponse tardait. Quand je parlais, le sujet changeait. Quand je disais que j'étais fatigué, on me répondait « Oh, mais c'est rapide ». Et ça s'installe petit à petit. Des messages qui arrivent tard le soir, comme si ton temps n'avait aucune valeur. Des demandes de service à la dernière minute, toujours avec cette attente implicite que tu allais trouver une solution. Et quand, pour la première fois, tu ne pouvais pas, il y avait le silence, ou un ton froid, ou cette culpabilité subtile, comme si tu avais enfreint une règle qui n'avait jamais été dite. C'est ça, le manque de respect déguisé. Il ne crie pas. Il s'appuie sur ta disponibilité. Et plus tu essaies de plaire, plus cet espace est occupé. Jusqu'au moment où j'ai commencé à changer quelque chose de simple. J'ai commencé à dire non quand ça n'avait pas de sens. J'ai arrêté de trop justifier mes décisions. J'ai arrêté de rire automatiquement à tout. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas annoncé de changement d'attitude. J'ai simplement arrêté de me trahir pour préserver le confort des autres. Et alors, le tournant est arrivé. Certaines personnes ont trouvé ça étrange. Elles ont été agacées. Elles se sont éloignées. Mais d'autres ont complètement changé leur manière de me traiter. Les messages sont devenus plus respectueux. Les demandes sont arrivées avec plus de considération. Le ton a changé. Parce que quand tu montres clairement que tu n'as pas besoin de plaire, tu montres clairement que tu ne peux pas être utilisé émotionnellement. C'est ça qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect. Pas parce que tu l'as affronté, mais parce que tu es sorti du rôle de celui qui est toujours disponible, toujours compréhensif, toujours adaptable. Quand tu n'as pas besoin de plaire, personne ne peut te manipuler par la peur du rejet. Et quand cette peur disparaît, le respect retrouve sa place. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ça. Tu n'as pas besoin de sourire quand tu es fatigué. Tu n'as pas besoin d'accepter tout pour ne pas paraître antipathique. Tu n'as pas besoin de te justifier pour éviter que quelqu'un soit contrarié. Arrêter de plaire ne t'isole pas. Ça t'aligne. Et quand tu t'alignes avec toi-même, le monde apprend très vite jusqu'où il peut aller. 7e attitude. Ne laisse pas le manque de respect changer qui tu es. Il y a quelque chose de plus dangereux que d'être traité sans respect. C'est de devenir quelqu'un de plus petit à cause de ça. Parce que quand quelqu'un te traite mal, l'attaque n'est pas seulement extérieure. Elle essaie d'entrer. Elle essaie de contaminer ta posture, ton langage, ta façon de marcher, de regarder, d'exister. Le vrai jeu du manque de respect n'est pas de t'humilier devant les autres. C'est de te faire sortir de là en te sentant plus petit que quand tu es entré. C'est pour ça que garder la tête haute, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'éthique. Quand quelqu'un te manque de respect, l'objectif n'est presque jamais ce qui a été dit, c'est ce qui vient après. Te faire douter, te faire te recroqueviller, te mettre dans une position de défense permanente. Mais au moment où tu tiens ta posture, épaules solides, regard clair, présence entière, quelque chose de puissant se produit, l'attaque ne trouve pas où s'installer. Tu n'as pas besoin de répondre, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as rien à prouver, tu restes là. Et ça déstabilise profondément celui qui s'attendait à te voir réagir, te justifier ou te laisser corrompre émotionnellement. Je l'ai compris quand j'ai réalisé que la plus grande erreur n'était pas le commentaire de l'autre, mais de laisser ça façonner la personne que je devenais après. Il y a eu des situations dans ma vie où quelqu'un insistait avec de petites provocations. Rien d'explicite, rien de direct. Toujours sur la limite de la blague, du sarcasme acceptable, de l'ironie socialement tolérée. Et pendant longtemps, ça m'affectait plus que je ne voulais l'admettre. Je sortais de ces interactions plus tendues, plus sur la défensive, plus fermée. Puis j'ai eu une prise de conscience, si je changeais à cause du manque de respect, alors le manque de respect gagnait. Alors j'ai pris une décision simple et définitive. Je n'allais plus laisser le manque de caractère des autres dicter ma posture. Je suis entré dans les endroits de la même manière que j'en sortais. Tête haute, pas ferme, regard clair. S'il y avait une remarque piquante, elle tapait
et ne trouvait pas de place en moi. Ça ne devenait pas une réponse piquante. Ça ne devenait pas du ressentiment. Ça ne devenait pas un changement d'identité. Et il se passe quelque chose de curieux quand tu fais ça. Celui qui essaie de te diminuer commence à se sentir déplacé. Parce que ces personnes comptent sur ta réaction pour se sentir plus grande. Elles comptent sur ta corrosion intérieure pour valider leur propre comportement. Quand ça ne se produit pas, le pouvoir s'évapore. Garder la tête haute, c'est refuser l'invitation à devenir quelqu'un d'amer, de réactif ou dur à l'intérieur. C'est dire, en silence, « Tu ne vas pas me façonner ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Tu ne te mets pas au-dessus de qui que ce soit. Tu restes entier. Et voici une vérité dont on parle peu. Le respect de soi commence quand tu décides de ne pas payer le prix émotionnel de l'ignorance des autres. Ne pas porter l'attaque, ne pas ruminer l'offense. Ne pas laisser le manque de respect devenir une partie de ta personnalité. Marcher la tête haute, c'est marcher avec un caractère intact. C'est traverser des environnements hostiles sans devenir hostile. C'est sortir des batailles sans cicatrice intérieure. Et ça, c'est une force réelle. Alors retiens ça, le monde peut essayer de te plier, de te provoquer, de te réduire, mais il ne gagne que s'il arrive à te faire perdre ta posture. Tant que tu gardes la tête haute, personne ne te bat vraiment. Parce que le respect commence par toi. Si cette vidéo t'a renforcé, écris dans les commentaires « Ma limite est claire ». Celui qui se respecte ne s'explique pas, ne se plie pas et ne se corrompt pas. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Le stoïcisme ne change pas le monde, il change qui tu es à l'intérieur de lui. Merci d'avoir regardé.